Pas le temps de jouer, épisode 27, le grand retour du retour du retour. Qu'est-ce que c'est que Pas le temps de jouer ? C'est le podcast des jeux, du backlog, des jeux sous blister. On revient dessus, tout ce qu'on a acheté dans les soldes pendant des années et qui se reste dans notre coin à rien faire. Et on vous dit si c'est à peu près jouable ou c'est un intérêt de lancer ce jeu-là. Et comme d'hab, je suis avec mon acolyte Bruno. Bruno, comment tu vas bien ? Ça va, j'étais juste en train de me dire, il faut qu'on arrête de dire que c'est le retour du retour, c'est un épisode. Maintenant, on n'est plus un podcast mensuel, on est un podcast... comment dire ? Épisodique. Voilà, éphémère. Voilà. Après... Mais, sinon ça va bien, ouais. C'est comme ça. Après, je veux pas dire, mais toi comme moi, de côté perso, on a quand même pas mal de changements qu'on fait qu'on pouvait pas enregistrer qu'on aurait voulu. C'est... Ah bah oui, toi t'as un... Oui. Moi, j'ai Puis maintenant, comme je dis, on est officiellement biclassé Daron Geek. Bah oui. Tous les deux. Avant, il n'y avait que moi. C'est vrai que maintenant, c'est la daronade depuis quelques mois, ce qui fait que c'est compliqué d'avoir du temps. Déjà, ne serait-ce que d'avoir du sommeil, déjà, ce serait déjà incroyable. Alors, jouer, c'est du bonus. Enregistrer un podcast, ouais. Alors là... Oui, voilà. C'est... Dans la liste des priorités, ça reste assez bas, on va pas se mentir. C'est clairement en bas de la liste. Ouais. Mais écoute, on est là. On est le 14 juillet, ça va faire 6-7 mois qu'on n'a pas enregistré, et je pense qu'il était temps. Ça. Oui, il était temps. Ouais. Moi j'ai beaucoup joué, parce que moi les miens ils ont grandi, ils sont un peu plus grands, j'ai un peu plus de temps. Donc j'ai quand même fait pas mal de trucs, et donc j'ai quelques jeux, on va pouvoir en parler. Écoute, tu vois, de mon côté, mine de rien, j'ai quand même pas mal joué, mais à des jeux qui sont plus adaptés à mon temps disponible, on va dire. Quoi. Donc, oui, mais moi aussi. Tu vois, comme ça, par exemple, attaquons un peu le vif du sujet, avant d'attaquer les gros morceaux. C'est vrai que, par exemple, pendant les premières semaines après la naissance de ma fille, j'ai beaucoup joué à Balatro pour occuper mes nuits, où je ne pouvais pas dormir. Et... c'est typiquement le genre de petit jeu, ouais. Mais Balatro, d'ailleurs. Alors, premièrement, je préviens un disclaimer pour les gens qui n'ont pas, qui ont zappé le train de Balatro qui est sorti, donc, je crois en février, peut-être quelque chose comme ça. C'est du crack, hein. C'est du crack. Hein. Je le fais rapidement, je vais pas faire un test complet dessus, mais ce jeu, c'est le jeu que tu relances. Moi, je le relance, je retombe dedans, je joue 3 heures dessus, quoi. C'est du poker roguelite où en gros le but c'est de faire des mains poker, donc brelan, suite, carré, etc. À chaque niveau, on doit faire un certain nombre de jetons. Les mains représentent un certain nombre de jetons. Il y a des multiplicateurs qui se rajoutent en plus en fonction des cartes qu'on va jouer, etc. Donc par exemple, un 10 de trèfle vaut 10, etc. 8 pique vaut 8. Et il va y avoir des jokers qu'on va pouvoir trouver ou acheter dans les magasins entre chaque run, enfin plutôt niveau, qui vont permettre d'acheter des bonus, typiquement, qui vont dire à chaque fois qu'il y a des as dans votre main qu'on joue, les as rajoutent, 50 jetons ou un multiplicateur x2, ce genre de choses. Et donc très vite, il y a, alors je crois qu'il y a 250 jokers, un truc comme ça. Donc le nombre de synergies est ma boule. Bien sûr, c'est aléatoire. Il peut y avoir des jokers qui peuvent être polychromiques, qui peuvent être, négatifs, donc qui ne comptent pas, puisqu'on ne peut pas avoir un nombre infini de jokers. Il y a des jokers qui vont permettre de copier le joker qui est à droite, etc. etc. Bref, le mec s'est éclaté sur les différentes mécaniques, quoi. C'est ça, et même en termes de poker, on sait les règles de base, mais très vite on peut jouer 5 cartes identiques, genre de choses, et donc on peut pimper son jeu de cartes, ou par exemple on va rajouter qu'il y a des cartes qui vont être de type vert, c'est-à-dire que les cartes verts vont avoir des bonus, mais ont une chance sur 4 de casser au moment où vous les jouez. Tu vas avoir des cartes qui vont rajouter donc 50 jetons, d'autres qui vont rajouter des multiplicateurs. Il y a des cartes qui vont rapporter de l'argent, parce qu'effectivement à chaque fois qu'on joue on gagne de l'argent, etc. Donc en fait il y a vraiment des dizaines et dizaines de builds qu'on peut faire, probablement des centaines, où on va plutôt axer genre sur l'argent pour avoir un maximum d'argent, parce que finalement tu as un joker qui va te permettre de gagner plus de jetons en fonction du cumul d'argent que tu as en stock. Tu peux faire vraiment tout et n'importe quoi, sachant que tu peux jouer après, une fois que tu as fini
t'as 8, on va dire 8 niveaux. Dans chaque niveau, t'as 3 étapes. Et une fois que t'as fini, bah, tu peux jouer en mode infini et essayer de faire. Et il y a des mecs qui font des trucs genre 80 trilliards de jetons parce qu'ils ont monté des decks complètement qui est des forcenés, qui est des forcenés partout. Enfin, on le sait, c'est pas le débat, quoi. Et donc ça, c'est le jeu que je jouais en fait la nuit quand je gardais ma fille qui prenait un biberon toutes les 2 heures. Et ben plutôt qu'essayer de dormir parce que de toute façon elle voulait pas pas dormir ou pendant qu'une demi-heure et de toute façon c'était mort, bah je préfère jouer à Balatro jusqu'à 2 soir ou 3 heures du matin. C'est ça, et puis de toute façon on sous-estime ce genre de jeu, c'est typiquement les décharges d'adrénaline et d'endorphine, c'est 10 fois plus efficace que le café, hein, donc pour te tenir éveillé. Et carrément, et en plus surtout le jeu est très bien fait, il y a ce petit style pixel art rétro, un peu écran monochrome, cathodique de vieux casinos de campagne. Même la musique est toujours la même finalement qui passe bien. J'en ai pas parlé, mais tu as quand même aussi des cartes supplémentaires, genre les cartes planètes qui vont permettre de faire monter de niveau tes mains. C'est-à-dire que par exemple ta main de base, genre brelan, je sais pas, c'est 30 jetons x 3, et ben tu peux la faire passer de niveau, et ben ça va être 60 jetons x 3, ainsi de suite. Donc tu as aussi des cartes qu'on appelle cartes spectrales qui vont rajouter aussi par exemple dire dans ta main tu as X cartes, de manière aléatoire je vais te supprimer 2 cartes et je vais te créer un joker. Tu vois, des trucs comme ça. Il y a aussi les cartes de tarot qui vont te permettre par exemple de transformer des cartes qui seraient d'une couleur vers une autre, qui vont permettre éventuellement de te donner de l'argent, etc. Donc en fait il y a tout un mind game en fait derrière, de te dire qu'avant tu vas faire ton run, etc. C'est ma boule, ça coûte pas cher, c'est vraiment le petit jeu, tu te lances ça, tu ne sais pas à quoi jouer, t'as envie de te détendre, c'est vraiment super, quoi. Ouais, ok. Donc j'ai joué à ça. Moi je suis passé à côté, hein. Bah, tu peux toujours te rattraper parce que le jeu, je crois qu'il est. Ouais, je sais. C'est peut-être 10, 12 euros, quelque chose comme ça. Et un bon délire, quoi, tu vois. Donc, dans les petits jeux apéritifs comme ça, mais qui peuvent te prendre un peu le bras complet. Ouais, non, mais oui, je connais bien, ce genre de petits trucs. On en avait déjà parlé. Ouais. Puis, bref. Et après, je continue un petit peu avant. Je monopolise la parole, hein, je suis désolé. Oh, je t'en prie. Longtemps qu'on n'a pas enregistré. Je suis tombé aussi dans les jeux de cartes à cause de mon frère. Dans les TCG pour être exact, donc Trading Card Game pour les béotiens. Moi, les jeux de cartes, j'ai déjà peut-être dit dans l'épisode précédent que globalement, c'est pas ma cam, que ce soit c'est pas la même non plus, physiquement ou même en jeu vidéo, où globalement, j'ai toujours considéré que j'avais zéro intelligence de jeu. Je le pense toujours plus ou moins, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en gros, tu me fais jouer au poker, comme on disait juste avant, ou n'importe quoi, la belote. Je vais pas être le bon joueur, c'est-à-dire que je vais vite m'agacer, je vais pas comprendre, il y a des subtilités que je vais pas avoir, donc je suis vraiment la pire personne qui va dire viens on fait une soirée tarot, tu vois. Moi j'ai pas passé mon lycée à jouer au tarot, tu vois, ou la fac. Moi sans être ça, c'est un truc qui me passionne pas, quoi. Ouais, non, mais ouais. Surtout le côté collectionnite et deck building, déjà que même sur des Diaboliques j'ai du mal alors, tu vois, déjà, à faire une composition de perso, bref. Ouais, non mais je suis assez d'accord avec toi. Par exemple, moi j'avais essayé de jouer à Hearthstone à l'époque. Ah oui, moi aussi j'en ai fait quelques parties, mais ça s'est arrêté très vite. Mon frère ou mon beau-frère étaient des acharnés qui étaient classés, et donc voilà, jouer contre eux, ça n'avait aucun intérêt. Je me faisais rouler dessus, et puis même en jouant en ladder, etc. Je prenais zéro plaisir. Et mon frère, qui était en fait qui est toujours, mais qui était surtout pendant l'année 2023 et début 2024, un gros joueur de Runeterra, qui est le jeu de cartes de LoL en fait. De Riot Games. Et quand même, ce coquin, il a été classé entre top 300 et 400 quand même. Donc au maximum. Donc, tu vois, c'est un acharné, quoi, avec une bonne intelligence de jeu et tout, parce qu'il faut quand même. Et puis il y a du monde. Il y a du monde. Donc c'est pas un jeu de niche, quoi. C'est pas le plus gros des jeux de cartes, mais c'est de niche, mais il y a du monde quand même. C'est quand même le jeu de cartes de LoL, quoi. Et je regardais des fois ses streams, puisqu'il est streamer aussi. Et tu vois, ça te donne envie quand tu vois les gens jouer des jeux comme ça. Tu te dis, ah ouais, il y a des mécaniques de fou et tout, ça a l'air incroyable. Et puis quand tu joues vraiment, tu te dis, ouais, en fait, ça a l'air facile. Quand c'est des pros, ça a l'air facile, tu vois. C'est comme même le sport, tu vois. Tu vois les mecs, tu te dis, ah bah, marathon, c'est facile. Si je peux faire 80 pompes sans entraînement, évidemment. Il suffit de courir aussi, il suffit de faire des pompes. Et malheureusement, en fait, Riot Games a décidé de faire des coupes il y a quelques mois dans son personnel en disant, en gros, on va arrêter plein de trucs. Et ils ont fait un choix qui, je trouve,
pourri qui a été de dire en fait Runeterra on va l'abandonner le jeu. Ils n'ont jamais monétisé vraiment le truc, ils n'ont jamais fait d'argent, donc ils ont décidé de tout arrêter, il n'y aura plus de mise à jour, il n'y a plus de compétition, il n'y a plus rien. C'est un move qui est un peu bizarre parce que te dire qu'un jeu de cartes, il n'y a rien de plus rapporteur d'argent qu'un truc où en gros c'est la collection. Surtout dans LoL. Bref. Oui. Bon, c'est un move qui est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Et là il s'est mis à un truc, il s'est mis à jouer à Magic, The Arena. Et je l'ai vu jouer, tu vois, et je me suis dit, ah ouais, Magic, je sais pas pour toi, mais moi, tu sais, à l'époque, quand j'étais au lycée, je voyais des camarades de classe jouer un peu à Magic, là, fin années 90, au milieu, fin années 90. Et toi, je me disais, ah ouais, c'est vrai que Magic, ça existe toujours, etc., que c'est toujours une dinguerie, a priori, et tout ça. Et je le regardais jouer, tu vois, ça m'a donné envie de jouer, et donc j'ai installé le jeu, j'ai lancé le jeu, et je crois que je dois avoir bien, peut-être 80 heures de jeu dessus. Ah ouais, quand même. Ouais. Ah oui. Ah ouais. Et en fait, ça m'a ouvert, même si je suis pas forcément hyper bon, toute la partie deck building, effectivement, de te dire, ok, je vais créer mon deck de cartes avec, essayer de créer des synergies entre les cartes, etc. Puis tu testes ça après en ligne contre des joueurs et tu vois que ça marche pas vraiment, mais tu sens qu'il y a un potentiel, donc tu creuses un peu, tu modifies tes cartes, et jusqu'à ce moment que ça marche, et que tu commences un peu à avancer dans le ladder et tout, j'avoue, c'est un peu jouissif, et le jeu est suffisamment bien fait pour que tu obtiens quand même pas mal de cartes gratuitement, t'es pas obligé d'en acheter. Tu peux quand même bien t'amuser, et donc à ma grande surprise, je joue pas mal à Magic, pas trop là ces derniers jours parce que j'ai pas eu trop le temps, mais de temps en temps je me remets dessus, je fais quelques games et je prends pas mal de plaisir. Et mon frère a même trouvé le moyen de m'offrir des cartes en physique pour qu'on joue au physique, parce que c'est un gros forceur. Ah oui, là c'est... Gros forceur, tu vois. Mais on a fait quelques parties, sauf que bon, bien sûr, une fois de plus, quand tu joues contre quelqu'un qui a une intelligence de jeu bien supérieure à la tienne. Oui, puis l'habitude, et puis Magic, c'est quand même un jeu qui a une méta ancienne. Ah bah écoute, et très développée. Honnêtement, en gros, je me suis un peu intéressé vraiment à ce que Magic était aujourd'hui. C'était vraiment, tu vois, comment dirais-je, comment on dit en français, c'est un peu une montagne, hein. C'est comme quand tu te dis, ah tiens, One Piece, je vais m'y mettre maintenant, et que tu découvres que t'as 3000 épisodes à regarder, quoi. Ouais, c'est ça, t'as vraiment... Ou 300 tomes de manga à lire, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des montagnes. C'est un peu... mais si le jeu est suffisamment bien fait, pourquoi pas. En vrai, ouais, le jeu est suffisamment bien fait, parce que moi, ça m'a un peu, tu vois, c'est intimidant, vraiment. Quand tu te dis... ouais, bah oui, c'est ce que je dis. Ouais. T'attaques en plus un peu le lore, l'histoire, etc. Tu te rends compte qu'il y a un truc il y a un vrai travail de lore derrière qui est monstrueux. Tu fais, ok, mais en fait, je vais jamais être capable d'appréhender plus de 30 ans de cartes, quoi. Et en fait, le système de jeu, je vais le faire quand même rapidement... en gros, dans Arena ou même la partie physique, en gros, ils permettent de jouer uniquement ce qu'on appelle, il y a différents types de règles de jeu, et ce qui est le plus joué globalement, c'est le moderne. Et le moderne, tu ne peux jouer que les cartes des extensions qui sont sorties des 2 dernières années. Ce qui fait que tu sors quand même, globalement, tu peux pas jouer sur 20-25 ans de cartes avant, ce qui est quand même plus pratique. Et sur Arena, donc le jeu, ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu débutes, tu as toute une ligue de débutants. En fait, on va te donner déjà des decks préconstruits, assez simples à comprendre et appréhender. Relativement cohérents et avec une logique. Avec le système de couleurs, je vais pas expliquer les détails parce que je vais pas passer une demi-heure à expliquer Magic. Mais pour un débutant, c'est vachement plus simple parce que du coup, tu as déjà ton deck préconstruit et ils te font jouer les différents types de decks pour que tu comprennes à peu près les subtilités juste de base, etc. Et quand même, ça rend le jeu beaucoup plus abordable, contrairement à... Oui, ils ont fait un gros effort de pédagogie, quoi. Oui, puis surtout, c'est que je crois même que tu as genre, je sais plus, c'est 5, 8 ou 10 parties contre l'IA au début, où on va te faire comprendre des mécaniques petit à petit, tu vois. Donc il y a un vrai didacticiel qui est intéressant. Et après, quand tu joues donc cette première ligue, en fait, qui est uniquement la ligue des débutants, tu n'es qu'avec des débutants. Donc, et tout le monde a les mêmes decks. Tu peux pas avoir des gens qui vont arriver avec des decks de folie. Donc finalement... non, mais ils ont mis beaucoup de tutos, il y a un matchmaking qui est bien fait, donc c'est vraiment accueillant, quoi. Ouais, c'est accueillant, même quand tu joues après sur le ladder, tu vois, t'as pas l'impression de te faire rouler dessus. Alors si, ça peut arriver parce que tu vas tomber sur un mec qui a un deck de folie, sachant qu'aujourd'hui, il y a toute une communauté monstrueuse que j'ai découverte, qui vont t'expliquer les dernières subtilités de la dernière extension, les cartes qu'il faut jouer, etc. Et donc tu es toujours pas à l'abri de tomber sur un mec qui va te sortir un deck de fou, mais inversement, tu peux aussi arriver avec un deck de malade. J'en ai construit 2-3 et il y en a un particulièrement là, j'ai roulé un peu sur la ligue bronze et argent au début là,
Et c'est assez jouissif, ouais. Donc je prends pas mal de plaisir sur ce jeu-là, étonnamment. C'est une grosse surprise, mais tu vois, j'aurais jamais imaginé. Donc je remercie mon frère de m'avoir mis aussi à cette haute forme de crack, parce que c'est un peu addictif, quoi. Mais là je m'en sors, je suis en train de... C'est bon. Ça y est, tu te sauves. Je suis en train de me sevrer là, c'est bon. Et toi, t'as joué à des petits jeux comme ça, t'as des petits trucs moi je vais faire un parallèle. Non, c'est pas d'apéritif. J'en ai fait quelques-uns, tu vois, il y a plein de petits jeux que j'ai essayé, mais j'en parlerai pas. Moi, tu te souviens, j'avais dit dans le dernier podcast, je parlais du syndrome des suites. Ouais. Et de la difficulté que c'était de faire une suite, etc. Et juste après, en janvier ou février, je sais plus, j'ai fait justement une suite que j'attendais beaucoup, qui était Jedi Survivor, donc la suite de Fallen Order, un jeu dont j'avais dit beaucoup de bien dans ce podcast il y a quelques années, et j'appréhendais toujours la suite parce que je voyais pas... Le premier, tu te souviens, c'était un Metroidvania action avec des éléments Dark Souls, quoi, pour faire simple. Tout à fait. Et j'avais reproché le côté artificiel de l'apprentissage des pouvoirs, qui découpait le jeu, et puis surtout je disais comment ils vont faire une suite maintenant que théoriquement ton perso il a tous les pouvoirs en fait. C'est compliqué de refaire, de bâtir là-dessus, parce que comment tu fais? Et c'est le syndrome un petit peu habituel, tu vois, de même dans les films, hein, tu sais, genre dans Matrix ou un truc comme ça. Enfin, même c'est un peu moins vrai. Comment tu fais un reset? Comment tu introduis des nouveaux joueurs aux mécaniques que les autres connaissent, et comment tu fais que les joueurs qui les connaissent soient pas frustrés de tout redécouvrir en fait. Et ils ont eu une approche dans celui-là. Le premier niveau en fait est une leçon qui devrait être enseignée dans toutes les écoles de game design justement sur comment faire une suite. C'est incroyable. Ils ont conservé les pouvoirs principaux que tu avais débloqués dans le premier. Ils te les expliquent en fait sous forme de tuto. Donc c'est pas que tu les débloques, c'est juste t'as une situation qui te fait utiliser un truc, t'as un petit didacticiel qui se lance classique, hein, qui te dit bah voilà, pour faire ça fais comme ça. Sauf qu'en fait ils te mettent déjà dans une situation où t'es puissant. Tu vas affronter plein d'ennemis, des petits ennemis, tu vois, des petits trucs, des petits machins, mais en fait avec quand même des petits groupes, et ils ont enlevé plein de pouvoirs que t'avais débloqués, des trucs avancés, des combos de combat, etc. Mais tu t'en rends pas compte parce que toi t'as pas joué au jeu depuis 4 ans, tu vois. Et mais du coup, t'as pas ce sentiment d'avoir été qu'on t'ait enlevé tant de choses que ça. Tu t'en rends compte. Tu te rends vite compte que si t'avais l'habitude de faire un combo qui se terminait par une attaque très puissante, l'attaque tu l'as plus, faudra que tu la débloques, etc. Mais c'est bien fait. Et voilà, et c'est un jeu que j'ai quand même assez... que j'ai vraiment beaucoup joué, j'ai fini. Il part sur un petit open world, alors il conserve un petit peu son côté Metroidvania, c'est-à-dire que tu as des pouvoirs ou des trucs qui vont permettre d'accéder à des passages que tu pouvais pas avant, avec un petit côté open world. J'ai été moins convaincu par le côté open world... parce que j'aime pas les open world, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, mais tu vois, le côté, t'es sur une planète, et tu t'en vas, tu reviens, t'as les mêmes patrouilles, les mêmes endroits, toutes les 5 minutes qui repop, des espèces d'événements aléatoires, mais... l'immensité, elle est pas là, t'as vraiment l'impression qu'ils ont peur que tu s'ennuies et que tu explores, en fait. Ouais, ce que tu dis, c'est marrant. Tous ces jeux-là, quoi. Tu vois, le coup des patrouilles qui font toujours les mêmes patterns, c'est exactement ce qu'on avait dans les jeux des années 80-90, ces jeux de plateforme, tu sais, où tu avais les ennemis qui faisaient des allers-retours bêtement, mais c'est d'autant plus flagrant quand les ennemis, tu vois, ce sont entre guillemets des personnes intelligentes, tu vois, c'est des humains, etc. Et ça n'a pas de sens en fait. Et puis quand tu fais un open world, merde, t'essaies d'être un minimum cohérent. Enfin, je sais pas, là, t'as le camp de bandits, il est à 20 mètres de la ville, et les mecs t'en parlent, t'as une quête pour aller là-bas. Enfin, j'ai pas compris, quoi. Enfin, il y a un problème d'échelle, clairement, dans le jeu. Donc ça m'a un peu refroidi. Après, moi, j'ai pris du grand plaisir avec tout le reste. Toutes les mécaniques de combat sont toujours là, c'est toujours aussi bien. Tout le côté en fait Jedi est toujours là, hein. Le côté exploration, combat, ça c'est toujours vraiment fun. Après le scénario est quand même moins bien. Ouais. Parce que c'est une suite, parce que on est reparti sur du lore, tu sais, de anciens Jedi, machin, un truc beaucoup plus classique. Donc ça m'a un peu gonflé. Et puis surtout ça se termine avec un cliffhanger, avec un espèce de semi-cliffhanger bizarre. Voilà.
Je suis pas. Il y a quelques scènes qui sont très bien dans la mise en scène, dans l'histoire et dans quelques trucs que j'ai bien aimés. C'est un très bon jeu. J'ai envie de le conseiller. J'ai pas pris le même plaisir que le premier parce que je pense vraiment que le côté linéaire du premier, en fait, enfin semi-linéaire, parce qu'il y avait un peu Metroidvania, mais se prêtait mieux quand même à la narration, en fait. Encore une fois, hein, on en revient toujours au même. Et voilà. Mais ça reste un bon jeu. Alors, il a des gros problèmes de performance, apparemment, sur certains PC. C'est ce que j'allais te dire, il y a quand même des problèmes de stabilité avec ce jeu-là. J'ai eu pas grand-chose. Moi, j'ai eu 1 ou 2 plantages, tu vois, retour inopiné, ou ce genre de choses, mais franchement, pas trop grave. Le seul truc très relou sur le mien, c'est qu'il recompilait les shaders à chaque démarrage. Oh, super. Donc ça prenait un bon 3 minutes à chaque démarrage, quoi. Ah ouais. Donc ça c'est un peu relou, ouais. Mais voilà, c'est à peu près le seul problème technique que j'ai eu. C'est vraiment tu reprends toutes les qualités du premier, tu rajoutes du contenu, tu rajoutes plein de trucs, bon voilà, mais tu rajoutes un open world donc c'est une suite qui est vachement intéressante. Parce qu'elle capitalise quand même pas mal sur les acquis du premier, elle essaye de faire des trucs, tout n'est pas réussi. Tu sens que Respawn, il se tâte, tu vois, c'est un studio qui faisait pas d'action platformer avant, ils en font un, tout le monde dit c'est bien, mais il manque quand même quelques micro-trucs, et là ils font un petit open world, tu te sens qu'ils tâtent des trucs, j'ai un peu peur de la suite, du coup, pour être honnête. J'espère juste que le 3, parce que clairement il y aura un 3, hein, je crois que c'est annoncé d'ailleurs, se passe pas dans un open world géant à la Ubisoft, parce que c'est ce qui me fait très peur. Écoute, si tu veux de l'open world Star Wars Ubisoft, t'as Star Wars Outlaw qui sort... écoute, il a pas l'air si mal que ça, on verra bien, mais... Ouais, maintenant avec Ubisoft, je me méfie toujours un petit peu de ce qui est présenté, parce que ça se trouve, ça va être ok tiers, quoi. Oui, ok, c'est sympa. Ouais, on peut avoir une bonne surprise. Allez, on va se dire qu'on peut avoir une bonne surprise. Et peut-être que ce sera comme, effectivement, le Avatar qu'ils ont fait. C'était pas trop mal a priori. Avatar, c'est le meilleur Far Cry depuis Far Cry 3. Bah tu vois. Le problème c'est que moi de toute façon même le film Avatar j'ai l'impression que tout ça on en a parlé pendant une semaine et puis ça a disparu quoi. Bah alors pour faire une aparté cinématographique, hein, moi je te dis Avatar 2 je l'ai vu et c'est une repompe du premier dans un biome différent si je devais faire une analogie par rapport à un jeu vidéo. Non mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui le disent et je suis pas moi je le pense aussi, l'impact sur la pop culture d'Avatar c'est assez faible, honnêtement. Et puis Ubisoft a sorti ce jeu-là, du coup on n'a pas compris trop la communication, j'ai pas eu l'impression qu'il y en ait tant que ça. Bah non, parce que le jeu, moi j'avais dû voir un trailer un peu comme toi, tu vois, un E3, une présentation Ubisoft, genre 1 an et demi avant la sortie du jeu. Et puis franchement, le jeu, moi, il est sorti des radars, et puis normalement, on te prévient, ça sort bientôt, tu vois. Non, puis moi Ubisoft, je leur donne plus aucun crédit, en fait. Moi, je suis désolé, mais leurs recettes, j'en peux plus. Et le problème... Je n'en peux plus. Tu vois, je voyais récemment, là, c'est la période des soldes, actuellement, et je vois des jeux soldés Ubisoft qui pourraient me faire envie, mais tu vois, typiquement, un Assassin's Creed Odyssey, ça me... plutôt me botter. Mais est-ce que j'ai vraiment envie, même moi, genre à 7€, de prendre un jeu où globalement ça va être toujours la même sauce? Ça va être sympa, mais je me doute très bien que je vais y jouer un peu, que je vais laisser tomber le jeu pendant des mois, que je vais relancer, que je vais relancer un petit peu, et que le jeu je le finirai jamais. Parce qu'il n'y a pas ce petit truc effectivement qui va t'accrocher à te dire ok, c'est l'aventure, c'est la découverte, c'est l'open world, donc tu vas aller, t'as envie d'aller voir ce qui se passe à droite à gauche. Et en fait non, tu vas te taper des quêtes en boucle, pas très intéressantes. Le seul là qui me tente bien et que j'ai mis en souhait, c'est le Prince of Persia. Metroidvania, là, vu de côté. D'accord, ok. Non, mais ils font des trucs bien, mais c'est vrai qu'ils repompent un peu la même sauce en permanence. Peut-être que Outlaw va peut-être sortir un petit peu du chemin petit à petit. Le Avatar, a priori, était plutôt bon, donc peut-être qu'ils vont dans le bon chemin. Mais c'est comme toi, je suis pas que je suis méfiant, mais les jeux Ubisoft me font pas envie en vrai. Je vais pas être la cible, je pense, tu vois. Non, mais parce que de toute façon, c'est leur formule qui recycle, on n'est pas le public. D'ailleurs, donc, à partir de là, en parlant d'open world, je tiens à dire qu'il y a un jeu totalement incompatible avec la parentalité qui s'appelle Elden Ring. Je sais pas de quoi tu parles. C'est pas de quoi je parle.
dont le DLC est sorti, que je n'ai pas acheté parce que je n'ai pas encore fini Elden Ring parce qu'il y a trop d'heures. Et quand même, je l'ai relancé, et quand même, je dois redire quand même que tu vois, en termes d'open world, malgré tout, quand même, tu sens la différence quand même entre un truc Ubisoft et tu vois, un open world fait par From Software, quoi. Ah bah si, t'as pas des milliards de trucs qui pop à droite à gauche. Je sais que tu vas me dire Breath of the Wild, etc., Tears of the Kingdom. Non, mais alors oui, évidemment, il n'y a pas de marqueur de quête. Non, mais ça, je suis complètement d'accord. Hein. C'est pas la question. C'est après. Après, moi, je cherche toujours à comprendre hein, pourquoi cette formule ne clique pas chez moi. Je ne le comprends pas non plus, puisque je viens de parler d'un jeu qui est quand même très soulsien un peu aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en termes d'open world, d'exploration, où tu as envie d'aller voir ce qu'il y a à droite à gauche et de comprendre, etc., c'est quand même... Moi, tu vois, j'ai relancé le jeu à un moment où, en gros, j'ai eu plusieurs jours où j'étais en mode célibataire. Et donc, j'ai relancé le jeu et j'ai quand même repris du plaisir à repartir à l'aventure, à la découverte, et de me faire bolosser comme un gros noob, puisque forcément c'est le genre de jeu où tu as une courbe de progression qui est quand même très lente, mais à partir du moment où tu maîtrises et tu joues souvent, ça va. Et quand tu arrêtes de jouer, tu te fais bien détruire la tronche, d'ailleurs comme le jeu que je vais parler juste après. Donc, oui, bon, on va pouvoir d'ailleurs s'y mettre, hein, je pense. Tu crois qu'il est temps ? Oh, je crois qu'il est temps, parce que c'est quand même le gros morceau, en fait. Ok. On y a joué tous les deux, beaucoup. Un jeu que je t'ai vendu en plus. Je t'ai conseillé, je t'ai dit achète-le, ça va te plaire, et ça a marché. Et ce jeu-là, c'est un jeu que j'attendais depuis longtemps. J'ai dû en parler dans les épisodes précédents en me disant c'est un jeu que j'aimerais qu'il sorte sur PC, etc., que j'ai envie d'acheter, j'ai envie de jouer. C'est Returnal, qui était donc une exclue PS5. PS5, joué de chez... je jouais pas du tout. Housemarque, etc. Housemarque. D'ailleurs, dont le responsable... C'est le responsable de Housemarque qui a pris la division... La tête de... Non, je dis une connerie. C'est pas lui. Je pense que tu dis une bêtise, mais... C'était un studio qui était habitué à faire des jeux assez exigeants en termes de difficulté. Et des jeux très arcade. Et donc Returnal, c'est quoi ? Je vais quand même dire rapidement pour ceux qui ne sauraient pas. Oui. C'est un TPS roguelite dans lequel on incarne Selene, donc, qui est une exploratrice, etc., qui s'écrase sur une planète. Qui est coincée dans une espèce de boucle temporelle chelou. Exactement, qui va y avoir des événements qui vont se passer sur la planète qui lui rappellent sa vie sur Terre passée, donc c'est très bizarre. Et en gros, typiquement, on va avancer de biome en biome. C'est un shooter, hein, vraiment, on est en TPS en mode shooter. Voire même un bullet hell. Voilà, exactement. J'allais dire, on n'est pas loin effectivement d'un. Si tu pouvais faire presque un Ikaruga, si tu disais en TPS, quoi. Puisque sur la fin, on est au-delà de ça. Très vite, même dès le premier niveau. Non. Si, non, je sais que oui, je sais. Moi, je n'ai pas fini le jeu parce que j'allais dire. Heureusement, je vais pas dire malheureusement, ma fille est née entre temps, et c'est un jeu qui n'est pas très compatible avec la parentalité, même si on peut faire pause, contrairement à Elden Ring. Oui, mais c'est un jeu qui est dur. C'est un jeu qui est très dur. Je te l'ai vendu comme ça, je t'ai dit, ça peut cliquer chez toi, parce que le jeu est quand même très beau, c'est très fun, le ressenti de l'âme est incroyable, mais par contre, c'est dur, sa mère, quoi. On va en parler, c'est-à-dire que en plus, et c'est... Le jeu a bien compris un truc, et ça je trouve qu'il le fait quand même très très bien, c'est qu'il est assez cryptique sur ses mécaniques. Il t'en parle un peu en disant tu vas avoir tu vas avoir plusieurs types de monnaies, certaines qui sont conservées de run en run, d'autres que tu dois utiliser tout de suite, etc. Le jeu t'explique certaines choses, mais ne t'explique pas tout. Typiquement, il va peut-te dire qu'effectivement, il y a certaines monnaies que tu vas garder, il t'explique pas que tu vas effectivement pas prendre de level vraiment, mais qu'en fait, les armes, en fait, je reviens un peu quand même au début, effectivement, avant de rentrer dans le détail, quand même, qu'effectivement, on va aller de biome en biome avec des boss à chaque fois à battre, et le jeu, globalement, c'est à peu près linéaire, mais il y a quand même des embranchements qui permettent quand même d'explorer la zone un peu plus, afin de débloquer éventuellement des bonus, des armes, etc. En fait, c'est surtout que tant que t'as pas battu le boss, tu peux pas passer à la zone suivante. Tout à fait. Mais une fois que tu l'as battu, tu peux skipper complètement. Tu n'es jamais obligé de refaire un combat de boss. T'as toujours un truc qui va te permettre de passer sur des zones supplémentaires, voire de skipper des pans entiers du jeu. Avec des remises à niveau, parce que c'est un roguelike, donc vu que tu démarres à 0 à chaque fois, Enfin, pas totalement à 0. Pas totalement à 0, mais si tu débarquais avec ton flingue de base dans le dernier biome, tu tiendrais pas une demi-seconde. Exactement. En fait, il y a un espèce de mix qui fait que
tu vas être tenté éventuellement de faire un peu plus d'exploration, prendre plus ton temps à refaire les niveaux pour justement te préparer pour le boss que tu dois battre. Mais en même temps, c'est prendre le risque potentiel finalement de perdre parce que tout simplement tu vas être mis à face à plus de menaces et que ce jeu est très ne pardonne rien, un peu comme un Dark Souls. Si tu fais une erreur, le jeu il est juste, il va te punir tout de suite. Ah oui, d'ailleurs c'est la mécanique principale, parce que ça c'est quand même un truc qui m'a fait vriller quand j'ai compris ça, c'est que c'est un jeu qui effectivement encourage le perfect, c'est-à-dire que les avantages à ne jamais te faire toucher sont exponentiels. C'est-à-dire si tu es full life, si tu ramasses du soin, ça va t'augmenter ta barre de vie, définitivement. D'ailleurs c'est un point que je dois dire, typiquement ça le jeu ne l'explique pas vraiment, qu'en fait... Non. Tu peux récupérer des potions de soins, etc. Et effectivement, quand tu vas récupérer des potions, ça va faire augmenter une jauge. Et quand la jauge arrive au maximum, alors je ne sais plus combien il faut récupérer de potions, peut-être 4, je crois. 3 ou 4 3. Et ça va te permettre d'augmenter ta barre de vie. Donc ce qu'il appelle l'endurance d'ailleurs, je crois. Et le truc, c'est que le jeu te le... Non, c'est pas l'endurance, je sais plus. Mais ça, Non, c'est l'intégrité de combinaison. Intégrité, merci. Et effectivement, en fait, le jeu te n'explique pas vraiment ça. Et surtout, c'est que tu dois commencer à comprendre en te disant oui, mais alors en fait, ce que je vais faire, c'est que si je la vis, j'en ai pas besoin, je vais prendre effectivement les petites potions de soins, garder les moyennes et les grandes au cas où j'en aurais besoin dans le niveau pour revenir en arrière plus tard et les récupérer, afin d'augmenter mon endurance. Mais tu vois, tu commences à... C'est une façon de jouer. Oui. C'est jamais comme ça que j'ai fait. Mais moi, c'est plutôt comme ça que je jouais en me disant, j'ai fait des stratégies en me disant, je peux augmenter ma barre de vie, je vais pas prendre le premier pack de soins qui arrive parce que potentiellement j'en aurai peut-être besoin plus tard, surtout si jamais je me fais bolosser à mi-parcours vers le boss. Je mais c'est le genre de truc. Mais il y a plein de façons de jouer. Oui, il y a plein de façons de jouer, il y a plein de builds que tu peux faire. Et par exemple, parce qu'on va en venir, c'est aussi un jeu qui repose beaucoup sur des décisions que tu dois prendre, comme par exemple... Parce que tu as les objets qui sont bénéfiques par nature, et puis tu as ceux ou les coffres qui ont été infectés, comme ils disent. Et ceux-là, tu as un risque de de prendre des dégâts quand tu les ouvres, ou quand tu les utilises, et surtout de te prendre à ce qu'ils appellent un dysfonctionnement. Est-ce que tu veux parler un peu de ça ? Je veux parler de ça, des dysfonctionnements et des parasites, qui effectivement, c'est une grosse mécanique du jeu, parce que c'est là où tu vas faire vraiment un pari. Typiquement, tu peux trouver des parasites, ou les dysfonctionnements effectivement, où typiquement tu vas peut-être apprendre un malus en plus d'un bonus. Donc le bonus c'est augmenter ta puissance de feu, ce genre de choses. Par exemple, oui. Mais en même temps tu vas peut-être prendre un malus sur des dégâts de chute. Je donne un exemple qui m'est arrivé et que je t'avais donné à l'époque, tout au début. Oui. J'arrive sur le premier boss du premier biome, je suis stuffé de fou, j'ai roulé sur le niveau, je me dis cette fois-ci c'est la bonne. Sauf que j'avais pris un parasite avec des dégâts de chute. Et quand on arrive sur le premier boss, c'est une chute. Donc je suis arrivé en bas, j'ai perdu quasiment 80% de ma vie en arrivant. Voilà. C'est un peu ballot. Et donc les parasites, c'est toujours comme ça. C'est un peu un pari de se dire, ok, je sais que je vais prendre un malus. En contrepartie, je vais avoir un avantage. Mais est-ce que du coup, ce malus, je vais pouvoir quand même le gérer malgré tout dans mon run ? Et ça... après, c'est aussi que tu vas faire un build, quoi. C'est que tu vas avoir certains parasites qui vont t'augmenter un truc que tu veux, ou un exemple typique, c'est-à-dire que moi je vais te donner j'avais augmenté ma barre de vie de façon énorme. C'est-à-dire que j'avais eu un énorme bol, j'avais ramassé plein d'objets, etc. Donc j'avais presque 180% de la barre de vie de départ. Enfin, tu te rends compte, c'est assez fou. Et là, je tombe sur un parasite qui m'empêche d'utiliser le fameux truc, les résines, là, qui te soignent et qui t'augmentent ta barre de vie, mais par contre, qui fait que je gagne de la vie quasiment à chaque fois que je tue des créatures. Bah là, c'est un combo parfait, en fait. Ah oui. Parce que j'en ai plus besoin. En fait, à ce moment-là du jeu, ma barre de vie, elle est tellement gigantesque que c'était la première fois qu'elle était aussi grande. Donc c'était parfait, quoi. Et donc le malus, là, typiquement, je m'en moquais complètement. Et il y a des parasites qui peuvent être extrêmement utiles, parce que le malus ne t'impacte pas du tout ta façon de jouer, en fait. Ça peut arriver que ce soit très gênant. Mais... C'est pour ça que quand en fait, tu décides de jouer avec les parasites, c'est pas une obligation en plus, il faut avoir une réflexion un petit peu de qu'est-ce que tu veux faire, parce que prendre des parasites un peu au hasard, c'est plus un risque que parfois un avantage. Oui, et alors c'est pareil, les dysfonctionnements, on va en parler, là les dysfonctionnements c'est toujours négatif. Oui.
Mais il y en a certains qui sont désagréables, mais c'est pas très grave. Il y en a d'autres, ça signe presque la fin de ton run, tellement c'est handicapant. Enfin, je veux dire, oui, ça, je te confirme. Moi, il y en a un, je me souviendrai, je l'ai chopé au pire moment, c'était l'augmentation de 2 secondes de mon délai de récupération du dash. Parce qu'on en a pas parlé, c'est un jeu où on dash il faut tout le temps. Le dash est multidirectionnel, on peut dasher dans toutes les directions, on traverse tout. Enfin, toutes les attaques des ennemis avec, c'est quasiment. Sauf après, il y a des ennemis, enfin bref, voilà. Mais c'est un jeu où on passe notre temps à dasher, et donc 2 secondes de délai de récupération entre chaque dash, c'est toute ta mécanique de jeu que tu dois réapprendre à la volée. Et là, c'était pas l'endroit où il fallait. Enfin, je suis mort dans la salle d'après. C'est un jeu quand même, il faut le dire dès le début, c'est un jeu, il faut être en mouvement pour survivre. Rester statique. Un peu plus que jamais, oui. On est dans le. C'est impossible de survivre en restant statique. Non, il faut tout le temps se déplacer. Mais il donne quand même beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a une attaque au corps à corps qui est très puissante. Oui, tout à fait. Le dash est quand même très agréable à utiliser. On peut l'utiliser en l'air, on peut l'utiliser au sol, on peut l'utiliser quand même de plein de façons différentes. On a le grappin qui permet de. Enfin, on débloque quand même des options de mouvement assez folles. Donc c'est un jeu effectivement très mobile, très agréable, toujours lisible. Étonnamment, oui. Quasiment toujours lisible. Sur la fin, il y a quand même quelques endroits avec des murs un peu, la caméra pète un peu un plomb. Oui, c'est un peu compliqué des fois. Mais c'est assez rare. Des boss assez fous. Oui. Enfin, franchement, voilà. Je veux pas le spoiler parce que c'est un truc, mais ce qu'il m'a fait dans le dernier biome, c'est franchement dégueulasse. Je t'ai expliqué. Je vais pas dire ce qu'il fait, mais en gros, il modifie la physique du jeu, quoi, dans le dernier biome. Tout dernier, hein. Et du coup, toute ta logique de mouvement change. Et faire ça juste à la fin, quand il t'a fallu déjà 80 heures pour arriver là, c'est toute ta logique de réflexe musculaire que tu dois réapprendre. Oui, le jeu est long, c'est-à-dire que le jeu paraît pas comme ça, qu'on commence à jouer, mais on se rend compte très vite que progresser, c'est dur. C'est dur. Ça demande de l'entraînement. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas se dire, tiens, là, je rate le jeu, je reprendrai la semaine prochaine. Non. Faut pas faire ça. Non. Non. Faut continuer à jouer régulièrement pour garder, effectivement, comme tu dis, un peu cette mécanique, ces réflexes musculaires en fait, à la manette, en se disant, ok, c'est comme ça que je dois jouer, anticiper. De toute façon, c'est un jeu qui, comme tous ces jeux d'action très intenses, va vraiment essayer de déclencher chez toi le flow, tu sais, le fameux le gamer's flow, là, où ton cerveau est en mode. Je sais pas, il y a pas de. T'as l'impression qu'il y a pas c'est pas ton cerveau qui prend des décisions, quoi. C'est tes yeux qui communiquent directement avec tes mains, et puis entre les deux, on sait pas ce qui se passe. Où tu vas vraiment être complètement hermétique au reste et concentré à fond sur ton truc. Et tu vas prendre plein de micro-décisions à la seconde. Il y arrive très 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 bien parce que c'est un jeu intense, mais qui a l'intelligence aussi de fonctionner par sas. C'est-à-dire tu arrives dans une... Parce qu'on l'a pas expliqué, mais... c'est des salles. Tu arrives dans des salles, ces salles, il y a les ennemis, tu les vois tout de suite. C'est très rare qu'il y ait des nouveaux ennemis qui apparaissent dans la salle, à part certaines salles spéciales. Et tu vas avoir le combat, et quand le combat est fini, la salle est nettoyée, et tu peux explorer, récupérer les trucs qu'il y a dedans, et changer de salle. Donc t'as quand même des petits espaces comme ça de très intenses d'action, et ensuite, boum, un petit temps calme de réflexion, où est-ce que je vais, parce que donc tout est généré de façon procédurale. Oui, on l'a pas dit, mais effectivement les niveaux sont changés de manière aléatoire. Ils se ressemblent toujours plus ou moins en fait, c'est des salles préconstruites. C'est des salles préconstruites dans lesquelles les objets et les ennemis sont aléatoires. Et elles sont agencées de façon aléatoire. C'est-à-dire que tu ne sais pas derrière la porte ce que tu vas trouver, mais ça va être une des types de salles que tu as déjà affrontées. Sachant que le jeu est très intelligent là-dessus, il te débloque entre guillemets les ennemis et les différentes salles de plus en plus dures en fonction aussi de ta progression. C'est-à-dire que au début, les salles sont très basiques pour pas trop te perturber, et à la fin, t'es sur des salles verticales, hyper compliquées, ou des grandes arènes, enfin des trucs assez maboules. Sachant que le jeu, et c'est un jeu qui est très long, mais par contre, chaque run est très rapide. C'est parce qu'on ne dit pas, mais que même s'il y a plein de biomes, tu vas devoir parcourir plein de trucs. Le jeu trouve quand même des mécaniques pour faire en sorte que
ta partie, elle dure pas plus d'une demi-heure, 3/4 d'heure maximum pour arriver à la fin, quoi. Oui. Ou mourir. En général, elle dure ou mourir. Mais par contre, tu vois, il y a un truc aussi, je trouve que le jeu est assez juste, c'est que, quand tu disais par rapport aux salles, effectivement, le fait que ce soit procédural, malgré tout, il n'y a pas trop non plus d'aléatoire. C'est-à-dire que quand même, certaines salles, les dispositions des ennemis sont globalement assez souvent les mêmes. Oui. Il y a des variances, ce qui fait que tu vas pas forcément avoir un truc où l'ennemi a popé juste à ta droite derrière toi quand tu rentres dans la salle. C'est quand même réfléchi pour que quand même il y ait un minimum de justesse et que tu te dis ok là je rentre dans la salle, les ennemis sont à disposition, ok je connais le pattern à peu près de ce que je vais avoir à affronter. Oui, c'est ça. Et puis même, en fait, ils autorisent pas tous les types d'ennemis dans toutes les salles, parce que déjà ça marcherait pas. Parce que certains ennemis sont quand même assez imposants et ont des actions compliquées. Voilà. Et c'est un jeu qui, moi quand j'ai dépassé la moitié du jeu, en fait, tu ne refais pas les salles du début. C'est-à-dire que tu reviens dans un autre... Oui. Avec une difficulté qui prend... Sinon, tu serais pas à 45 minutes par run. Non, c'est ça, exactement. Et c'est un jeu d'une... Je pensais maîtriser le truc, et le jeu m'a remis une claque dans la tronche. En termes de difficulté, j'ai du tout... Enfin... Oui. Le moindre ennemi de base correspondait à un boss ou quasiment d'avant, quoi. Mais ça, c'est un peu la logique, alors très From Software, hein, où globalement les premiers ennemis, enfin les premiers boss, tu fais genre waouh c'est chaud, etc. Et puis putain dans le jeu on te le remet comme finalement des ennemis standards et tu fais genre ah oui. On en est là. Mais moi il y a des salles là où je rentre, enfin c'est délirant, quoi. Et le dernier biome c'est... Je te donne, il y a un des derniers ennemis que tu affrontes, t'envoies une salve d'une petite vingtaine de roquettes autoguidées, qui sont lentes, donc t'as le temps quand même, mais elles sont autoguidées, et elles te suivent bien longtemps, et si t'en prends une dans la tronche, tu prends un malus. Et oui. Un dysfonctionnement. Cuir moustache. Là, c'est la punition, elle est violente, quoi. Parce que un dysfonctionnement, on l'a pas dit, mais pour lever les dysfonctionnements, c'est des conditions, donc ça va être par exemple tuer, 6 ennemis au corps à corps. Et tant que tu l'as pas fait, tu peux avoir un malus comme réduction de ta vie. T'es à 30% de ta barre de vie maximum. Ou on disait le dash qui a une récupération de 2 secondes supplémentaires. Ou des dégâts si tu tombes de très haut. Ou ton tir secondaire est rallongé de 20 secondes. Enfin, des vrais gros malus. Et tu ne peux pas en avoir plus de 2 à la fois. Si tu en prends un troisième, tu perds un des objets de ton équipement. Donc un de tes avantages durement acquis dans le jeu. Donc c'est très... Alors on n'a pas parlé, mais on n'a pas parlé des armes vite fait quand même, qui sont assez variées. Le rendu est assez original. Et vraiment cool, hein. Vraiment les armes sont très très cool. Le pistolet de base, et tu vois, il est plutôt sympa. C'est-à-dire que quand tu commences à jouer, tu lances le jeu, t'as pas l'impression de te dire bon ben ok ça va être vivement qu'on change d'arme, même si c'est le cas. Mais il y a des armes vraiment très très sympas et les armes aussi pareil. Il faut plus on joue avec une arme, plus on va débloquer des fonctionnalités dessus. Genre que les armes peuvent avoir qu'on va récupérer. Entre 2 fusils à pompe, des propriétés secondaires. Exactement, avoir des tirs secondaires différents, etc. Donc, en fait, là, sur la fin du jeu, elles ont 3 propriétés, enfin là où je joue, elles ont 3 propriétés, ou 2, je sais plus, 3, supérieures, donc ça peut être des bonus, des trucs passifs en fait, mais qui aident bien. Et non, c'est vraiment... c'est bien pensé, c'est perturbant leur système d'armes, parce que tu ramasses une arme, tu te dis « Ah, elle est d'un niveau supérieur à celle que t'as », mais ça veut pas forcément dire qu'elle fait plus de dégâts, elle peut avoir juste une vitesse de recharge bien supérieure, qui fait qu'elle a un niveau supérieur, mais qu'elle est beaucoup moins efficace. Et honnêtement, la puissance, faut bien lire. C'est quand même plus intéressant que des fois, effectivement, un temps de recharge plus rapide, ce genre de choses. La cadence, ça se discute. Ça dépend comment tu joues, mais oui. La cadence de tir, ça peut se discuter, parce que tu peux compenser effectivement la perte de puissance par la cadence de tir supérieure. Bien sûr. Mais en tout cas, il y a pas mal d'armes, c'est plutôt bien. C'est surtout qu'il y a des armes qui sont très inadaptées contre certains ennemis, et ça dépend où tu es dans ton run. Moi, je sais que j'ai perdu des runs sur des salles parce que j'étais arrivé en fait avec vraiment la mauvaise arme, quoi. Que je venais de ramasser, j'avais fait une erreur, j'avais pas pensé à ça, aux ennemis que j'allais avoir dans les niveaux supérieurs, et je l'ai payé cash, quoi. De toute façon, c'est un jeu que tu apprends, hein, donc quand tu arrives dans une nouvelle zone, il ne faut pas se dire que tu vas first try, hein. C'est clairement tu vas d'abord passer par un cycle d'apprentissage
de qui sont les nouveaux ennemis, quelles sont leurs faiblesses, quels sont potentiellement les dangers que tu peux avoir par rapport aux armes que tu vas utiliser, etc. Donc, et en fait, il a vraiment une courbe en escalier, c'est assez drôle. On en avait parlé, c'est-à-dire que le début de l'apprentissage est quand même très très violent. Ah oui, c'est dur. Finir le premier biome, ça prend plusieurs heures. Oui. Le premier boss, il te roule dessus un paquet de fois, et t'as du mal à arriver au boss, déjà. Oui, déjà de base. Voilà, de base. Et quand tu le vois, tu prends cher. Et par exemple, ça c'est le premier, mais le deuxième boss, je l'ai first try, quoi. Le deuxième boss me paraît plus facile. Peut-être que... Mais en fait, c'est pas... Je pense surtout que, tu sais, t'as débloqué ce palier, justement, de réflexes musculaires, de dash, de mécanique, et là, tu commences à t'éclater. Et c'est pour ça que je dis que le jeu fonctionne par palier, quoi. C'est-à-dire qu'il y a certains endroits, moi, il y a des biomes que j'ai traversés la première fois. Parce qu'il n'y a pas de nouveaux challenges, il y a quelques nouvelles mécaniques, mais qui sont pas folles, et donc tu t'en sors. Et puis après, tu vas retomber face à un mur qui fait très mal, et sur lequel tu vas te heurter un petit moment. Puis tu vas le franchir et tu vas avancer d'un coup. Mais c'est assez grisant en fait. Parce que du coup, t'as pas l'impression quand même de buter sur chaque millimètre de terrain, tu vois. C'est d'un coup, tu débloques un pan entier du jeu. Et ça fait plaisir. Mais c'est vraiment le côté très From Software. On le dit trop souvent, je trouve. Mais effectivement, le côté difficile qui va te nécessiter un apprentissage, etc. Et quand tu insistes et que tu arrives à vaincre le boss et à pouvoir progresser et à débloquer de nouvelles choses, etc. Et c'est très satisfaisant. Ça marche, quoi. C'est un concept qui marche bien, quoi. Et dans Returnal, c'est exactement la même chose. Adapté à du shooter. Donc, et le jeu est très beau, en plus. Oui. Oui. Et alors, par contre, moi, je m'attendais à... J'ai pas été... l'histoire... je m'attendais à un truc très captivant sur l'histoire et pourquoi, parce que j'aimais bien le côté ils ont justifié, tu sais, la boucle temporelle, etc. Au final, je suis pas tellement rentré dedans. C'est intéressant, mais c'est pas... Je suis pas certain que ce soit ça qui fasse la force du jeu. Non. Non, mais c'est cool. Justement, ça aurait pu être... ça. Je trouvais ça cool. Enfin, déjà, c'est cool qu'ils aient essayé de le justifier, quoi. Après, ils sont allés dans le cryptique volontairement. C'est pas inintéressant, mais... Moi, je trouve ça sympa, tu vois, justement, il y a ce côté... quand tu commences le jeu, tu sais pas pourquoi t'es là, l'univers est quand même très très bien fait. C'est vraiment, tu te dis, ok, je suis dans... Est-ce que c'est de la science-fiction, est-ce que c'est du fantastique, qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, je trouve que ça marche bien. Après, effectivement, l'écriture de l'histoire, etc. Bon, ça, chacun fera son avis, mais c'est bien d'avoir un enrobage plutôt de qualité. Je suis d'accord. Autour de quand même d'un roguelite, ce qui en général est un peu compliqué de faire cette boucle temporelle et de la justifier. Bah après ça dépend, tu vois, moi. Parce qu'on peut parler d'un autre jeu qui refait ça aussi très bien, hein, qui mixe roguelite, Dark Souls, shooter. Allez, vas-y, tu veux en parler, je le sens. Ben oui, je vais en parler. Ça fait des semaines que tu m'en parles, là, vas-y. Mais oui, c'est Witchfire, c'est un jeu en early access. Alors bon, c'est la première fois que je pense qu'on parle d'un jeu en early access. Tant qu'il est en early access, d'habitude on en parlait, mais je sais pas. Peut-être pas, je ne sais pas. Je sais plus. C'est Witchfire. Donc Witchfire, moi, il avait marqué les esprits il y a quelques années par un trailer incroyable où tu te baladais. Tu voyais une vidéo où le mec se baladait dans une forêt, prenait un portail, arrivait dans un monastère incroyable, et on te disait par les créateurs de Vanishing of Ethan Carter. Ok. Mm-hmm. Et puis il s'approchait, tu voyais un espèce de truc qui ressemblait à une colline, mais qui en fait d'un moment bougeait la tête et tu te rendais compte que c'était un monstre horrible, tu vois. Et il disait, mais aussi Painkiller et Bulletstorm. Et ensuite ça a enchaîné sur un shooter assez énervé. Mais puis le jeu était devenu silencieux pendant plusieurs années. Et donc ils ont sorti ça, et contre toute attente, on s'attendait à un shooter, effectivement, à la Painkiller et Bulletstorm, c'est un truc linéaire, tu sais, très action, etc. Et non, ils ont justement emprunté le côté roguelite et Dark Souls. On est dans le cuir moustache. Ah oui, c'est l'épisode cuir moustache, hein. Là, c'est vraiment l'épisode SM. Hein. Parce que si Returnal a des côtés très, très violents et il t'explique pas tout, là on est encore 2 crans au-dessus. Hein. C'est un jeu qui te laisse découvrir tout seul tout, qui t'explique rien, qui a en gros, et puis qui punit, mais qui est une violence. Voilà.
pour l'histoire et le lore, en gros, c'est un monde à peu près 18e siècle ou 17e, avec des éléments un peu anachroniques quand même. On est une créature du Vatican envoyée pour purifier une île sur laquelle un bateau démoniaque est apparu. Enfin, bref, on s'en fout un peu. Ça fait qu'effectivement, on va apparaître là-dessus. Pour l'instant, il n'y a que 2 niveaux. Et j'en suis déjà à, je sais pas, 40 ou 50 heures de jeu facile, et je m'en lasse pas. Ça veut dire la qualité des 2 niveaux en question. Ils sont incroyables. Et donc le truc, c'est que chaque run, on va arriver sur ces niveaux-là qui sont les mêmes, les ennemis sont aléatoires, le loot est aléatoire dessus, et le jeu va toujours te garantir d'avoir 3 ou 4 poches d'ennemis simples, on va dire 2 qui sont un peu difficiles, et une très dure, plus un boss. Et à toi, tu vois où ils sont tout de suite. C'est-à-dire que quand tu arrives sur la carte, tu peux arriver de plusieurs points d'entrée, que tu ne choisis pas, c'est aléatoire. Et tu vas pouvoir faire ton chemin sur la carte à essayer de voir où tu veux aller, ce que tu veux faire, quels ennemis tu veux tuer, dans quel ordre, sachant que le jeu va toujours te réserver des surprises. Faut pas déconner. Il y a des events aléatoires, c'est-à-dire que tu vas... Ce qu'ils appellent events, c'est... En gros, ça va être un coffre, par exemple, avec une malédiction. Si tu lèves le seau, il faut que tu remplisses des conditions, comme par exemple tuer une vague d'ennemis sans te faire toucher, pour pouvoir looter son contenu. Ou ça va être un truc qui va te demander... Il y a un truc qui est sacrément vicieux, je trouve. C'est un grimoire qui est ouvert, et en fait, tu as une espèce de bulle de magie qui peut apparaître au-dessus. Pour la faire apparaître, il faut que tu sois en état de focus. En état de focus, ça veut dire qu'en gros, il faut que tu aies tué 15 ennemis sans te faire toucher, quoi. Pour une espèce d'état de conscience avancé. Et là, si tu regardes par la bulle, tu pourras voir des petits fétiches qui flottent dans le ciel, à certains endroits, jamais les mêmes. Et il faut que tu les tues, il faut que tu les brises avec ton flingue en tirant à travers la bulle pour que le coffre apparaisse. Tu vois, donc beaucoup de conditions pour en arriver là. Mais bref, ça c'est très bien, c'est toutes les mécaniques avancées du jeu. La base du jeu, c'est un jeu qui te donne 2 armes. Au début t'en as qu'une. Plus une arme démoniaque, donc 3 armes au total. T'envoies au casse-pipe. Un gameplay de combat incroyable qui bouffe à la... C'est du Doom 2016 en fait, mais avec des armes pas futuristes. Des armes plutôt côté ésotérique, etc. Le feeling des armes est incroyable. Donc tout ce qui est gunfight, c'est là où on voit que les mecs viennent de Painkiller et de Bulletstorm. Ouais, non, c'est ouf, quoi. Voilà. Et après, il y a le côté Dark Souls. T'as une endurance, donc tu peux pas dasher comme tu veux. Si tu cours, tu vides ta zone d'endurance. Sauter, ça t'en bouffe beaucoup aussi. Il y a un double saut, mais c'est pareil, ça te bouffe de l'endurance. Si t'as plus d'endurance, tu te déplaces tout doucement et t'es essoufflé, tu peux plus rien faire. Donc en gros, t'es à la merci de moindres trucs. Certaines armes, quand elles tirent, te mangent de l'endurance. C'est très sympa aussi. Tout ce qui est fusil à pompe et fusil snipe, par exemple. Tu peux jeter des sorts que tu embarques, donc t'as des objets d'équipement, c'est pour ça qu'on rejoint le Dark Souls. Tu peux être équipé de 3 objets magiques différents. Il y a un anneau, une relique et je sais plus quoi, j'ai un trou, c'est pas grave. T'as 2 sorts que tu choisis, et chacun de ces trucs-là a des conditions pour monter de niveau. Alors en général, le premier niveau, c'est juste tuer 25 créatures avec, ou du moins affecter, si c'est un sort, c'est toucher 25 créatures avec ce sort-là, pour débloquer le niveau supplémentaire qui va t'apprendre, qui va te montrer que c'est plus compliqué à utiliser que ce que tu croyais. Donc par exemple, tu vas avoir un flingue qui en niveau de base, c'est juste un flingue qui fait des gros dégâts à courte distance. Et puis niveau 2, t'apprends que quand tu passes ce niveau-là, tiens, quand tu recharges, ça fait exploser les balles que t'avais logées dans les ennemis dans le décor. Sympa. Ça c'est sympa. Et puis niveau 3, t'apprends que les balles, quand elles explosent, en plus, elles font un effet de brûlure sur les ennemis qui sont autour. Donc tu vas commencer à y jouer différemment, tu vas essayer de les regrouper pour... voilà, et puis voilà, tu fais progresser comme ça tes armes de niveau au fur et à mesure. Et ça modifie ta façon de jouer avec,
Parce que forcément, tu vas pas... typiquement, il y a un exemple qui est assez classique, c'est la mitraillette qui a une zone de chauffe au début que tu débloques, qui va t'expliquer que tu fais plus de dégâts dans la partie où elle est chauffée mais pas en surchauffe. Et puis après, t'apprends que, oui, mais quand elle est en surchauffe, elle applique des dégâts de brûlure aussi aux ennemis. Et puis le 3e niveau, t'apprends qu'en plus, quand elle est en surchauffe, tu recharges beaucoup plus vite. Donc tu vas essayer de la maintenir dans l'état où elle fait le maximum de dégâts, jusqu'à la quasi fin où là, tu vas le mettre en surchauffe pour pouvoir recharger vite, et en même temps avoir brûlé les ennemis pour leur faire des dégâts sur la durée, tu vois, tu vas commencer à... Je vois, c'est que ça nécessite d'avoir, entre guillemets, le bonne jauge de surchauffe, mais pas trop non plus, pour que ça redescende rapidement, et que tu puisses retrouver dans la situation d'avant pour pouvoir recharger rapidement, et en même temps après repartir en surchauffe, etc. Ok. C'est ça, et donc du coup, tu vois, c'est toutes ces mécaniques-là, si tu rajoutes l'endurance, tu rajoutes la gestion de tes sorts avec les cooldowns, etc., les différentes armes que tu peux utiliser. Les armes démoniaques sont hyper cool aussi, il y en a que 2 pour l'instant, c'est une arbalète, mais l'arbalète, en gros, si elle tue l'ennemi, la flèche continue sur l'ennemi suivant, en auto-guidé. D'accord, ok. Donc tu peux faire un carnage, si tu le sais, parce que tu appliques, par exemple, moi j'avais tout un groupe d'ennemis qui était apparu, j'avais un flingue qui, quand je fais un critique, fait une aire d'effet, en fait, une explosion, et qui applique un effet de pourriture à tous les ennemis qui sont autour. Donc j'ai fait ça, et ensuite j'ai tiré une arbalète sur le premier, et j'ai nettoyé la zone, en fait. Ça, c'est des trucs hyper agréables quand tu les fais. Là où on est sur le cuir moustache 100%, donc c'est que c'est un jeu qui est une violence, comme je disais, ta barre de vie elle fond comme neige au soleil au moindre impact. Et en plus c'est un jeu qui cherche en permanence à te mettre en difficulté. L'exemple le plus parlant pour ça, c'est leur système de calamité. En gros, à chaque fois que tu fais une erreur de manipulation, donc l'erreur ça va être... j'en sais rien, essayer de lancer ton sort puissant alors qu'il est pas rechargé. Oui, d'accord, ok. Te prendre une attaque dans la gueule alors qu'elle était téléphonée, c'est-à-dire que c'est un ennemi, tu le vois qui charge l'attaque, etc. Et puis bon il te fonce dessus, toi tu t'avais pas vu que tu pouvais pas dasher parce que t'as plus d'endurance, tu te le prends dans la gueule, il considère que c'est une erreur grave. C'est bien, c'est le jeu, il te punit parce que tu joues mal en fait. Parce que t'as fait une erreur. Ça va être aussi, t'as un ennemi qui apparaît pas au début mais assez vite, qui s'appelle le Warren of the Dead. En gros c'est le passeur, tu vois, avec sa lanterne. Et s'il te repère, c'est pareil, c'est considéré comme une erreur critique. Qu'est-ce que ça fait ces erreurs-là ? C'est que t'as une jauge qui a 5 niveaux d'éveil de la sorcière. Et quand tu atteins niveau 5, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, elle déclenche une calamité. Et la calamité, c'est-à-dire c'est un événement aléatoire, t'as 1 minute 30 pour l'annuler. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes où elle est apparue sur la carte, sachant que tu ne le vois pas, tu vois juste un tunnel de magie rouge, une tornade de magie dans le ciel, donc à toi de te diriger là-bas pour essayer de l'annuler. Alors l'annuler c'est assez simple, t'as des crânes volants, tu les butes, ça c'est pas le plus dur. Le plus dur souvent c'est y arriver sans sans avoir la moitié de la carte d'ennemis qui te suivent, tu vois. Parce que t'as pas forcément nettoyé toute la carte quand ça arrive. Voilà, et si tu n'arrives pas à temps, et ben là ça dépend. Donc t'as plusieurs catégories de calamités, il y en a 6 je crois là que j'ai vu, et c'est des horreurs, c'est des trucs... ça va être... on réduit ta vie à 1/10 de ta vie, c'est-à-dire qu'en gros tu te fais one shot par n'importe quoi, et tu dois tuer 12 assassins. Sachant qu'ils apparaissent à l'infini, qu'ils ont 4 types d'attaques à distance, ils dashent. Le seul avantage que tu as, c'est que le temps est ralenti. Super. Ça va être tuer 25 revenants, qui sont des squelettes assez basiques, ça c'est un peu la plus facile. Ou ça va être tuer 16 spectres, sachant que les spectres, ils ont une attaque qui tombe hyper chiante à esquiver, ils sont dans le ciel et ils apparaissent pareil par poignée de 7 ou 8, tu vois, ça va être des conditions comme ça qui vont être très très compliquées. C'est une punition, clairement. C'est une punition, ouais. Par contre, quand tu y arrives, t'as des bonus. Parce que si t'arrives à vaincre la calamité, tu vas gagner du point de niveau, de l'expérience. Si tu meurs, tu perds ton expérience et t'es obligé de revenir la chercher à ton cadavre. Merci Dark Souls. Ouais. Mécanique bien connue.
Et voilà, et si tu meurs bien sûr en chemin, tu repères définitivement. Voilà. C'est un jeu qui a plein de mécaniques, c'est très compliqué de tout expliquer, en plus c'est un early access, donc il y a plein de choses qui risquent de changer, donc je voudrais pas rentrer trop dans le détail. J'allais te dire, oui, le jeu, il va être dur, c'est clair et net, mais après effectivement, est-ce que dans quelle mesure telle mécanique n'est pas un peu complètement cassée, parce que on est sur le early access et pour l'instant il manque un équilibre. Mais en fait, moi ce que j'ai vu surtout, je t'en avais parlé, c'est-à-dire que j'ai recommencé 2 nouveaux persos, pour voir si c'était vraiment un jeu qui était... tu sais, comme souvent dans les roguelites, tu sais pas si c'est toi qui as progressé ou si c'est le jeu qui te donne des outils pour t'en sortir mieux, quoi. Tu me l'as dit, oui. Et j'ai recommencé 2 personnages, un personnage où clairement ça a été l'horreur. Je détestais l'arme qu'ils m'ont donnée au départ et vraiment ça a été une punition, j'y arrivais pas. C'est-à-dire qu'en gros je ne gagnais pas d'XP. Chaque run, j'arrivais même pas à mon cadavre, je crevais avant, quoi. Donc j'ai joué pendant 2 heures sans quasiment prendre de niveau. L'horreur. Et un autre, où là par contre, ils m'ont donné une de mes armes favorites au démarrage. Et là, j'ai pris, la première heure, j'ai pris 15 niveaux. Tu vois ? Et j'ai débloqué plein de trucs, j'ai fait plein de recherches, parce que, encore une fois, il y a plein de mécaniques qui sont imbriquées, c'est-à-dire que entre les runs, tu peux lancer des recherches qui prennent du temps, qui te coûtent de l'argent, de l'or. L'or, tu le perds. Sous certaines formes, tu peux le perdre si tu meurs, mais pas sur d'autres. Enfin, il y a plein de monnaies différentes dans le jeu qui font que tes mécaniques sont compliquées. Ça, encore une fois, je vais pas rentrer dans le détail, parce que je pense que tout va changer. C'est pas d'une notion d'équilibrage, je pense qu'il y a plein de choses, il y a plein de mécaniques qui peuvent être amenées à changer complètement. Voilà, mais entre le feeling des combats, le côté roguelike qui marche à fond sur moi, parce que les cartes sont sont super intéressantes. Les groupes d'ennemis, le fait que c'est aléatoire, t'es vraiment content quand t'arrives à nettoyer une carte complètement en prenant des espèces de bonus. À chaque fois que tu nettoies une zone, tu peux gagner, t'as une capacité que tu débloques qui est aléatoire. Tu as un choix de capacité. Enfin, vraiment, c'est un jeu qui a une formule qui est hyper intéressante. Il prévoit, je crois, une dizaine de niveaux au total. Ça, pour l'instant, il n'y en a que 2. Et ça fait longtemps qu'il est en early access, là ? Ça fait 6 mois. Et il prévoit un early access de 18 mois. D'accord, ok. Donc en fait, il se concentre aujourd'hui sur les mécaniques avant de faire des niveaux, quoi. Oui. Voilà. Et j'en ai pas parlé trop, mais la beauté, parce que ça joue beaucoup. Ce jeu est un émerveillement d'un point de vue visuel, c'est incroyable. Les mecs, tu vois qu'ils ont bossé sur Ethan Carter aussi, et comme jeu. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les effets d'ambiance, de brouillard, de vapeur, de tout, quoi. Le soleil, tout est absolument incroyable. Le deuxième niveau, c'est un château en ruine. Je te jure, c'est le plus beau château en ruine que j'ai vu dans un jeu vidéo de ma vie. C'est fabuleux. C'est d'un niveau d'idées en plus, une ambiance mais complètement folle. Voilà, les ennemis sont variés, il y en a déjà plein. Toujours très chiant. Le fait qu'il y ait plein de combinaisons possibles entre eux fait que t'es jamais à l'abri. Voilà, même les ennemis de base peuvent vraiment te poser un problème si tu fais pas gaffe. C'est un jeu qui... C'est là que tu as vraiment le côté Dark Souls ou même Returnal, enfin tous ces jeux-là où finalement... Oui, c'est ça. Si tu baisses ta garde, même contre un ennemi très basique, tu peux te faire tuer en 3 coups. Et c'est ça, c'est qu'en gros, l'ennemi de base, le truc de base, c'est des espèces de dômes avec un buisson sur la tronche qui rampent, qui n'ont pas de jambes. Ils ont que des bras, ils rampent vers toi, tu les tues en un coup quasiment avec n'importe quelle arme. Enfin, tu vois, si elle est un peu costaud. Donc ils sont très lents. Mais quand ils sont là, il y a une espèce de brouillard dégueulasse qui fait que tu vois moins bien. S'ils arrivent au corps à corps, quand ils pètent, ils t'appliquent un effet de poison. Déjà, donc ça c'est pas cool. Et puis en plus, ils t'envoient en l'air, quoi. C'est-à-dire que l'explosion te fait beaucoup de dégâts et puis t'envoie loin. Donc tu perds complètement ton momentum et ton focus. Donc oui, ça peut être très très vite problématique. Et ça, c'est vraiment les plus simples. Tous les autres ennemis du jeu sont vraiment retors. Et il y en a certains, mais qui sont d'une
qui sont vraiment horribles, quoi. Ils ont eu des idées de trucs... Bref. Ouais, bon, bah écoute... moi, c'est un jeu que... Même en Early Access, honnêtement, il y a déjà un contenu... j'ai dû y jouer 50 heures. Facile. Et c'est un jeu qui m'obsède. Là, j'en suis au point où mon personnage principal a débloqué toutes les armes au niveau maximum. Donc c'est colossal hein, comme investissement. Et j'ai toujours pas battu le deuxième boss. Mais tu vois, aujourd'hui, on a parlé quasiment que de jeux, finalement, qui sont rejouables. Et rejouables, c'est-à-dire du roguelite, hein, clairement, même. Mais pour après, je parlais effectivement de Magic et compagnie. C'est des jeux, ouais, tu peux passer 60, 70, 80 heures à faire globalement plus ou moins la même chose, mais les mécaniques de jeu font que tu as envie d'y revenir parce que tu vois les petites subtilités, les petites différences. Oui, puis surtout, c'est des jeux à session en fait. Typiquement, sur un jeu comme ça, moi je peux faire une session de 15 minutes. Oui, mais c'est ce que j'avais dit il y a très longtemps. L'un de mes jeux préférés était FTL, hein, donc voilà. Non, mais en fait, moi, c'est vraiment un truc majeur. Ce jeu, si je sais que j'ai 15 minutes, je fais un run, je ne vais pas au bout de mon run, c'est-à-dire que je ne nettoie pas la carte, j'ai aucune obligation de le faire. Je viens, je bute quelques mecs, je prends mon XP et je me casse. Et ce qui fait que j'ai progressé, mais j'ai pas eu de contraintes, je suis libre de mon temps, et vu que j'arrive à jouer des fois par créneau de 10-15 minutes, c'est super quoi. Et c'est quand même un énorme avantage de ce genre de jeu. Returnal, c'est pareil. Returnal, en plus, tu peux le mettre en pause et reprendre comme tu veux. Oui, ça c'est incroyable, ça, effectivement. Enfin, même si des fois, tu reprends en pause, si t'as mis une semaine entre... Tu vas pas vivre longtemps, quoi. Non. Mais voilà. Mais c'est un jeu vraiment très chouette. Pour ça, c'est des jeux... C'est clair que Jedi Survivor, tu vois, dont j'ai parlé au début, c'était pas ça, quoi. C'était des sessions, si j'avais pas 2 heures de jeu devant moi, c'était compliqué. Et oui, il y a beaucoup de jeux aujourd'hui, ça demande, ce que je disais tout à l'heure, ça demande une application où tu vas jouer des dizaines d'heures. C'est ça, j'ai refait, je vais pas en parler plus que ça, tu vois, mais j'ai refait The Last of Us sur PC, j'ai adoré, mais c'est pareil, c'est pas un jeu sur lequel tu peux jouer 5 minutes, quoi. À l'opposé, oui. C'est l'opposé du spectre. Voilà. Et alors forcément, mais c'est des jeux... Witchfire, comme Returnal, c'est des jeux obsédants. Parce que t'as toujours l'impression que t'y es presque, que t'as juste une petite mécanique à comprendre ou une progression. C'est un truc, ça te donne ta dose d'endorphine systématiquement là, voilà. C'est le ça marche, quoi. Type de jeu où tu te dis, allez, une dernière run pour voir. Ouais, c'est ça. J'ai vu un truc, je vais retester, je vais retourner, etc. Ah, je suis mort, j'ai pas envie, j'y retourne. C'est exactement ça, c'est vas-y, je retente encore une run parce que je suis mort bêtement, je sais que je peux faire mieux, etc. Bon. Tu peux aussi au rage quit aussi en te disant c'est bon, allez. Tout était parfait, je meurs comme un gros naze parce que j'ai été nul, le jeu m'a puni, voilà, et puis tu fais genre c'est bon. Tu le sais, je t'en ai raconté des runs comme ça où je nettoie la carte, mais sur la dernière calamité, je meurs, sur le dernier ennemi, tu vois, que c'est horrible, quoi. Et là, tu perds tout. Et tu perds... Et là, oui, en général, tu reviens pas chercher ton XP, quoi. Ouais. Tu te fais une pause. Ouais, mais dans les deux cas, je pense que c'est 2 jeux qu'on conseille. En tout cas, moi, Returnal, je le conseille. Ah, moi, Returnal, je conseille, oui. Si on a le PC qui le fait tourner, sans problème. Witchfire, pareil. Alors, c'est que sur Epic. Ouais, tout à fait. Pour l'instant, pour l'Early Access, en tout cas. Mais vraiment, moi, c'est un jeu... Enfin, je retrouve les sensations de Doom Eternal d'un point de vue gunfight, avec toutes ces petites décisions en permanence que tu prends, tu sais, de vérification, est-ce que là j'ai mon sort qui est prêt, puisque j'ai pas parlé des sorts, mais ça pareil, ils sont vachement intéressants, ils rajoutent des mécaniques, encore des couches, des décisions, et ainsi de suite. Donc je retrouve ce côté-là, et en même temps je retrouve le côté où, comme je disais, que j'arrive sur la carte, c'est moi qui choisis mon chemin, je choisis comment je vais faire les trucs, est-ce que là je viens plutôt pour gagner de l'or, ou d'XP, ou débloquer mon arme, ou faire ça, ou machin. En fait, t'es libre de tes objectifs, et c'est incroyable, quoi. Ouais. Comme dans Returnal, d'ailleurs, Returnal, tu peux aussi très bien faire la même chose. Hein. Tu peux faire des runs d'exploration, des runs d'amélioration de tes armes aussi. Oui, je suis d'accord avec toi, mais dans Returnal, il y a plus d'aléatoires. Par exemple, les armes, tu vas pas décider lesquelles t'as pris. Tu vois. Oui, non, mais tu peux très bien commencer un run,
choper telle arme, te dire ah oui c'est là effectivement, il faut que je la monte de level, du coup complètement. Là je vais pas faire ça. Tu changes complètement de braquet, je vais pas chercher, je vais aller faire le boss plutôt, alors que sinon je l'aurais skippé. Oui, je suis d'accord. Ouais, c'est plus dans cette logique là. Oui, et puis moi il y a certaines parties dans Returnal où parce que j'avais chopé une arme, j'ai changé effectivement de stratégie, je suis allé au contraire, j'ai dit là j'ai l'arme parfaite pour avancer quoi. Tu sais, les planètes se sont alignées, donc là j'y vais quoi. Il faut savoir s'adapter à ce genre de jeu, puisque c'est l'aléatoire qui va décider un petit peu de ta run. Donc, Oui, c'est ça le piège, c'est justement essayer de trop contraindre Et voilà. Mais c'est là où je dis, c'est Witchfire n'a pas ce côté-là, pour le coup. Ouais. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Ça ressemble, non, c'est pas tout à fait la même formule. C'est pas la même formule. Ouais. Après, il y a des fois où l'aléatoire est contre toi. Hein. Il y a des fois où tu pop, t'es juste à côté du pire spot d'ennemis, et tu te fais dégommer la tronche, quoi. Ouais. C'est rare. À coup de ratatatata. C'est ça. Exactement. Ok. Très bien. Très bien. Écoute, 2 beaux gros titres là pour cet épisode. Oui. Moi j'ai un petit truc encore, un petit sujet, parce que ça fait longtemps et que tu connais mon addiction pour FF14. Parce qu'il faut que j'en parle, sinon si j'en parle pas je suis pas bien, tu vois. Ça, je suis ballonné, tu vois, je me sens pas bien là, tu vois. Oui, bien sûr. Donc quand même il faut que j'en parle. Il y a Final Fantasy 14, il y a le dernière extension qui est sortie, Dawn Trail, qui est sorti 7.0 et je retourne un petit peu dedans. La parentalité étant ce qu'elle est, ça reste quand même un jeu qui permet de faire ce qu'on veut et qui permet de jouer en solo, parce que quand même un MMORPG, j'en ai déjà parlé, mais qui permet quand même globalement de soit jouer en équipe, soit jouer en solo, ce qui est étonnant. Et ce qui est très bien fait. Et Dawn Trail, dernière extension qui sort, qui repart, puisque j'en avais parlé il y a quelques mois quand j'avais fini Endwalker, qui était l'extension précédente, en disant ils ont fini un arc complet, donc là on rattaque un nouvel arc. Je n'ai pas commencé l'extension parce que j'étais encore en train de finir les derniers patchs 6.4 et 6.5. Par contre il y a une nouveauté quand même que je voulais quand même juste parler vite fait et qui est quand même pas négligeable. Ils ont quand même fait une upgrade graphique. Ah tiens. Pour un jeu qui a plus de 10 ans. Donc qui reste assez subtil, je veux dire, puisque globalement ce qu'ils ont travaillé, ils ont revu les textures, globalement, parce que les textures étaient vraiment moches. Un jeu qui était quand même globalement peu gourmand à l'époque déjà quand il est sorti, en 2012-2014. Enfin, pas la 1.0 qui était catastrophique, il fallait une bête de course pour faire tourner. Mais le Real Reborn, la 2.0, était globalement quand même tournée sur des machines très peu puissantes. Puisqu'elle était limitée par le fait qu'on devait tourner sur des consoles PS3, PS4. Des PS4, ouais, c'est ça. Ouais. Donc forcément, c'était un peu problématique. Là aujourd'hui, le jeu tourne dans les plus bas de figure sur la PS4, mais j'imagine que ça va pas durer éternellement. Et donc là, ils ont amélioré les textures. Ils ont amélioré la gestion de l'éclairage de manière assez drastique. Ce qui fait que par exemple aujourd'hui, il y a des éléments où les textures du cuir, du métal, etc. sont beaucoup mieux rendues, avec des reflets, etc. Ça rend vraiment plus joli. Même moi aujourd'hui, j'ai pas encore vu les nouvelles zones, mais de ce qu'on me dit, c'est quand même... Ils ont pu créer ces zones avec cette amélioration graphique, mais ne serait-ce que quand tu joues déjà dans les vieilles zones, tu fais... C'est fou, tout a l'air plus net, tu vois, tout a l'air plus fin. Oui. Ils ont revu toute la partie aussi. Les textures, voilà. Ça fait beaucoup. Ils ont revu tout ce qui était la végétation, c'est toutes les herbes, etc., qui n'étaient pas folles. Maintenant, ils ont augmenté la densité de manière vraiment drastique. C'était pas des herbes folles Ouais, c'était... Ouais. Donc ils ont revu ça. Tu peux, maintenant, quand tu cours à travers les herbes, elles bougent par rapport à ton déplacement, etc. Donc c'est plein de petits ajouts. Pareil, là, ils ont travaillé sur la transparence, pareil aussi, tu vois, typiquement sur les vêtements, sur les tissus, sur la peau, le rendu de la peau qui parfois faisait un peu plastique, etc. Sur les yeux de certains types d'ethnies que tu as dans le jeu, qui rendaient vraiment artificiel, qui n'était pas le rendu qu'ils voulaient quand ils ont créé, mais ils étaient limités par le moteur graphique. Donc il y a plein de petits mondes qui rendent vraiment le jeu beaucoup plus agréable visuellement et c'est pas dégueulasse. Donc là, j'ai relancé le jeu depuis 15 jours, 3 semaines, quand ma fille dort, et donc je fais des quêtes tranquilles, je joue en solo, et j'y reprends beaucoup de plaisir. Et c'est vraiment cool qu'ils aient vraiment, pour un jeu qui a plus de 10 ans, d'avoir fait ce travail, parce que refaire des modèles, vu la quantité de travail et de modèles que tu as, ça représente bien sûr. Le travail de fou quand même que c'est. Donc, et a priori, l'extension a plutôt de très bons retours. Même si il est découpé a priori en 2 parties, où il y a une première partie beaucoup plus légère, parce que
Globalement, les 2 dernières extensions, Shadowbringers et Endwalker, étaient quand même... c'était pas la fête, quoi. C'était, en gros, c'est l'apocalypse, il faut essayer d'arrêter l'apocalypse. Oui, j'avais cru comprendre que c'était là, ouais. Mais pas trop en parler. Parce c'est très dramatique. C'était assez dramatique, c'est-à-dire que ton personnage, ton équipe, c'est toujours un petit peu, on n'est pas certain que tout le monde va s'en sortir, quoi. Et là, on repart sur un truc beaucoup plus joyeux, plus les vacances, et puis apparemment les deuxièmes parties qui transitionnent sur quelque chose. Ok, c'est bien gentil, mais à un moment, il faut renvoyer de l'enjeu un peu dramatique. Donc bon, voilà, je voulais juste en parler vite fait que c'était sorti. Oui, bah moi, du coup, je suis désolé, je vais parler de ma drogue à moi. Attends, je finis juste sur un point, parce que c'est vraiment ça que je voulais dire, au-delà de la graphique. C'est probablement la meilleure sortie MMO, FF14, mais MMO confondu, où il n'y a eu aucun problème de surcharge des serveurs. Ah ouais. Genre, j'ai lancé le jeu pendant donc j'avais précommandé l'extension comme un bon client. Et j'ai lancé le jeu le week-end, en gros, je crois le samedi après-midi, tu vois, dans les jours d'accès anticipé. Donc le jeu sortait, je crois, l'extension sortait le mardi, et tu vois, je lance le samedi après-midi. Dans mon esprit, je me suis dit, je sais qu'ils ont fait un gros travail sur les data centers, etc., mais que je vais trop me retrouver dans une file d'attente de 4000 personnes, et le jeu, voilà, je ne jouerai pas. J'avais 30 personnes devant moi, et j'ai pu me connecter en l'espace de 2-3 minutes. Ah ouais, bien. Et depuis, c'est comme ça tout le temps. C'est-à-dire, quelle que soit l'heure, j'ai lancé vite fait ce matin pendant une demi-heure, un dimanche matin à 11h30, aucun problème, 40 personnes en file d'attente, je peux me connecter sur le serveur, il n'y a aucun souci, et tout le monde est content. Donc franchement, c'est une première, parce que quand tu vois tout le monde... Ça, c'est très bien. C'est incroyable, ils ont fait un gros boulot. Donc là, Square Enix, Yoshi-P, vous avez fait, bravo. Là, franchement, chapeau, parce que même dans les premières extensions, Evansward, Stormblood, il y avait toujours des moments où tu avais des centaines de joueurs en attente et tu attendais une demi-heure avant de te connecter, etc. Et après... Non, c'est impossible on en parle tout le temps, mais les lancements de ce genre de trucs, c'est très compliqué. D'évaluer combien de la charge que tu vas avoir, sachant que c'est juste un pic... Enfin bref. Tu sais pas combien de joueurs vont revenir, tu sais pas combien il va y avoir de nouveaux joueurs, etc. Donc, c'est ça, donc c'est extrêmement compliqué, il faut pas surréagir non plus, parce que ça a un coût, pas qu'un coût pécunier, ça peut... Ah oui, non mais c'est... écologique et ainsi de suite. Ah oui, bien sûr, oui, faire tourner des serveurs, ça consomme l'électricité et tout. Donc voilà, mais... Et puis c'est pas aussi simple que juste rajouter des serveurs, quoi. Non, ce n'est pas... pareil. Non, c'est pas juste ça. Et en tant qu'administrateur système réseau, je peux vous confirmer que non, c'est pas aussi simple que ça. T'as dit que t'avais de la drogue aussi à parler ? Oui, parce que, écoute, je vais parler de Sea of Thieves, mais très très vite, parce que chacun sa drogue, suis très étonné. Ouais, je suis très étonné de la direction que prend le jeu depuis quelques temps. C'est-à-dire que les mises à jour de Sea of Thieves depuis plusieurs années, c'était toujours basé sur de l'histoire, en fait. Tu sais, des contes, des missions, les fables. Et donc des trucs très romancés, etc. Et là, il s'attaque à étoffer un peu le PVP et à bousculer un peu des règles établies depuis très longtemps, avec certains trucs qui peuvent être très discutables, on verra ce que ça donne pour la prochaine saison, mais à introduire de nouvelles armes, des nouvelles mécaniques, des nouveaux trucs. C'est intéressant. C'est intéressant ce qu'ils font, je suis pas convaincu de tout, moi je continue toujours pareil comme toi, le gunfight surtout quand je reviens de Witchfire, le gunfight de... Oui, non mais on va revenir dessus, mais il est à chier, faut dire les choses. Ah non, c'est horrible, puis c'est horrible, c'est injuste, t'as toujours l'impression, bref, on va pas y revenir, mais voilà. Mais quand même, ils essaient des trucs, ça part pour moi dans les bonnes directions, et puis surtout le fait que maintenant le PVP soit quand même assez cloisonné, c'est-à-dire que les gens qui veulent vraiment faire du PVP, ils ont une option pour le faire, et pas venir faire chier tout le monde sur le serveur. Ça fait que si tu te tiens à l'écart des gros events où tout le monde vient se foutre sur la gueule, mais c'est volontaire en fait, tu peux naviguer tranquillement. Il y a même un mode au calme maintenant pour vraiment ceux qui veulent, ils sont tout seuls sur le serveur, ils font les quêtes qu'ils veulent. Ah, super. C'est juste qu'ils gagnent pas beaucoup d'XP, mais on s'en fout un peu. C'était là pour le contenu et pas pour... c'est pas un jeu où tu vas grinder de toute façon. Donc, C'est ça, après, parce que Sea of Thieves, c'est toujours le problème, c'est que c'est un jeu qui fait ça, tu peux passer 2 heures à faire une quête, à nettoyer un fort, etc., et te faire piquer ton loot à la dernière seconde par un équipage adverse, qui va te couler, et ça fait partie du jeu, quoi. C'est ce qui fait le sel du jeu. Ouais. Mais je peux comprendre que ce soit très frustrant, surtout si tu joues pas beaucoup, voilà.
Voilà. Donc je suis très intrigué par la direction que ça prend, on verra bien les différents ajouts. Je pense qu'il y en a certains qui vont être mis en place et disparaître très très vite. Ils ont annoncé un truc qui pour moi, ils ont annoncé un espèce de fusil à grappin qui te permet d'aborder quasiment n'importe quel bateau de très très loin, qui permet de voler un coffre dans les mains. Ouais, un truc à mon avis ça va être nerfé dans la minute. Enfin, je peux pas concevoir autrement. Mais on verra bien. Ok, c'est cool qu'ils maintiennent le jeu. Ouais. Vas-y. Et puis dans une autre veine, parce que c'est ma petite surprise de fin de stream, qu'est-ce que je raconte, de fin de podcast d'enregistrement, de podcast, j'ai lancé Disco Elysium. Ah Parce qu'il était en promo à 4€ et je me suis dit quand même, à un moment, va falloir le faire. Hein. Écoute, je me dis la même chose, vas-y. Et je l'ai lancé pour l'instant, hein, je l'ai lancé hier et j'ai fait 1 heure dessus, quoi. Mais c'est assez fou comme proposition. Donc on verra. Je sais pas quoi en penser de ce jeu-là, donc bon. C'est tellement à l'opposé de tous les jeux que je pratique que justement, ça m'intrigue. Écoute, moi dans le même registre, je me tâtais là pendant les soldes, mais bon, la réduction n'étant pas suffisante à mon goût, j'ai failli prendre Baldur's Gate 3. Oui, Et étant donné que je connais au moins 2 personnes dans mon entourage qui jouent en fait qu'à ça depuis que le jeu est sorti, mais ils ne jouent qu'à ça, je me dis que j'ai quand même d'autres trucs à finir avant de peut-être potentiellement tomber dans un truc genre un peu vénère, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que Baldur's Gate, je vais aller l'acheter à la montagne du crack à la porte de la chape là, en disant hey, t'as pas un petit Baldur's Gate 3 pour moi là, tu vois. Ouais, mais t'as la version Baldur's Gate, l'ancien qui est dans ton compte Prime. Ouais, non, tu peux jouer, je fais ça. Je vais avoir mon 4 éditions différentes, mais non, mais lors de question que je relance ça. Mais pareil, tu vois, ça fait partie de ces jeux là, je me dis que la proposition quand même a l'air incroyable, et surtout des fois je vois effectivement une ou deux personnes que je connais qui jouent en fait, tu vois, et qui des fois streament sur Discord leur partie, et je regarde un peu, je me dis mais la profondeur de jeu dans ce truc là de l'histoire a l'air quand même folle. Mais... Je suis complètement d'accord. Après moi je me rends compte que j'ai tellement de mal avec la narration dans les jeux vidéo, ce genre de narration à texte, tu sais, à choix, etc., que bon, je sais pas. Je sais pas, moi ça avait bien marché dans Mass Effect à l'époque, est-ce que ça marchera de nouveau? Oui, alors que moi non, ça marche pas. Disco Elysium, il y a un côté complètement ouf, c'est-à-dire que c'est extrêmement bien écrit, donc je sais pas. Bon, écoute, on en reparlera dans quelques mois. Peut-être. Ouais, peut-être. Ou tu me diras effectivement qu'en fait, non, pas du tout, t'as pas accroché, que la proposition n'est pas pour toi. Pour l'instant, en tout cas, c'est un jeu qui, dans la première demi-heure, a déjà m'a fait rigoler, quoi. Et ouais. Ok. Bah, écoute, très bien. Bah écoute, merci Bruno. Je pense que on a fait le tour. On va arrêter là pour aujourd'hui, hein, parce que sinon, on aurait plein d'autres sujets encore à traiter. Bah écoute, je te remercie. Je te dis à bientôt. Je pense qu'on va essayer d'enregistrer quand même plus fréquemment maintenant. On va peut-être se débrouiller. On va réessayer. Sachant que moi, ma période un peu dure là d'une année a été peut-être être un peu plus simple, malgré que effectivement j'ai l'enfant à la maison maintenant. Mais oui, mais on y arrive, Thomas. On y arrive. C'est une organisation, etc. Donc bref. J'avais 5 enfants à la maison quand on a lancé. C'est vrai, ce n'est pas une excuse, tout à fait. Je ne peux pas me dédouaner de dire c'est compliqué avec un enfant. Donc je vais me débrouiller, je vais trouver une solution. Okay. Bref, merci Bruno. Écoute, je te dis donc à bientôt. On aura un podcast que vous retrouvez bien sûr sur votre plateforme préférée. Et écoute, je te dis un bon été, j'imagine, parce que je pense qu'on n'enregistrera probablement pas avant fin août ou début septembre. On va essayer. Ouais, on fait ça. Putain, les promesses, c'est vraiment, j'ai l'imprestion d'être un politicien, quoi. C'est ça, exactement. Genre, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, donc je vous laisse y croire. Exactement. À cet engagement. Allez, à plus Bruno. Salut.
production T et B.